pour ce... Voilà, nous sommes enregistrés et vous nous retrouverez sur YouTube, sur la chaîne YouTube du GDR. Donc, je suis ravie d'avoir ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter le projet de sciences participatives Move en santé, avec le slogan Activité physique et santé, faisons de la science ensemble, qui nous avait pris un petit peu de temps à réfléchir, à trouver quels étaient les bons mots-clés pour bien décrire ce projet. C'est un projet porté par le CNRS, mais qui a vocation à être emparé par tous. Et donc, Olivier, qui est coordinateur de ce projet, m'a donné la charge de faire l'introduction de ce webinaire. Et je pensais qu'il était important peut-être de commencer par quelques définitions, qu'on qu'on soit tous bien d'accord sur les différents termes qu'on va voir dans la suite de ces présentations. Je voudrais revenir sur le fait que le comportement de mouvement est multidimensionnel. Alors, ce que je vais dire est peut-être très trivial pour certains, mais je pense que c'est toujours important de savoir de quoi on parle. Donc, l'activité physique, je vous ressors des vieilles définitions, hein, est définie comme tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et augmentant la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Elle comprend toutes sortes d'activités, l'exercice, la pratique sportive, la compétition, l'activité de non-exercice, etc. Et donc, comme il est montré sur l'écran, on a l'exercice qui, lui, est défini comme l'activité physique planifiée, structurée, répétée et réalisée dans le but d'améliorer ou maintenir la condition physique, la performance physique ou l'état de santé. Et à contrario de la pratique sportive, l'exercice ne se fait pas dans le cadre d'infrastructures complexes. Il peut se faire au coin de la rue, hein, bien évidemment. À ce titre, qu'est-ce que la condition physique? Excusez-moi, j'ai tout qui est bloqué. Voilà. Donc, la condition physique dont on va parler est définie comme la capacité à mener à bien les tâches quotidiennes avec vigueur et vivacité, sans fatigue excessive, avec suffisamment d'énergie pour profiter de ses loisirs et répondre aux urgences imprévues. Ça, c'était la définition et on la mesure. On a plusieurs mesures, dont la VO2 max, dont je suis sûre qu'on reparlera. Euh, A contrario, nous avons les comportements sédentaires. Alors, la sédentarité, quant à elle, est définie comme toute occupation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure à 1,5 mètre. Le mètre est une unité couramment utilisée dans le domaine. C'est le Metabolic Equivalent Task qui correspond à une molécule d'oxygène utilisée. Et la sédentarité est réalisée en position assise, avachie ou allongée. Et la position est très importante. A contrario, nous avons l'inactivité physique, qui, elle, est le fait de ne pas atteindre les niveaux d'activité physique recommandés. On peut être actif et sédentaire, ce qui est assez important. Tout cela représente le comportement de mouvement et il est mesuré à travers différentes caractéristiques, dont notamment la fréquence, la durée, l'intensité, qui représente le volume et qui va être en lien avec la dépense énergétique. Il est aussi caractérisé par les postures, comme on l'a dit, par exemple, pour la sédentarité, c'est très important, qui peuvent être allongés, assis, debout, en marche, etc. On va avoir différents types d'activités, elles ne sont pas toutes équivalentes. Euh, des, des activités de type d'endurance, de résistance, de souplesse, d'équilibre. Et elles sont pratiquées dans différents domaines, que ce soit professionnel, de déplacement, domestique ou de loisirs. Et tout ceci s'inscrit dans un environnement varié avec différentes caractéristiques physiques, sociales, culturelles et organisationnelles. Voilà, donc je pensais que c'était assez important de revenir sur ces points. Introduire le sujet, il me paraissait important de vous rappeler le fardeau auquel on fait face aujourd'hui dans nos populations occidentales, lié à la haute prévalence de l'inactivité physique et de la sédentarité. Juste quelques chiffres. Donc, la sédentarité, on a parlé de domaine, hein, elle est omniprésente, elle apparaît dans toutes les sphères de la vie, dans tous les domaines de la vie. Où là, l'inactivité physique est aussi très prévalente et tout cela ne cesse d'augmenter. Par exemple, la sédentarité a augmenté en moyenne dans les populations occidentales d'1 heure par jour sur les 10 dernières années. Et ceci est particulièrement alarmant, sachant que chaque heure passée assis, indépendamment du temps passé
actif augmente le risque de mortalité par 5,4%, celui de obésité de 23%, le risque de diabète de type 2 de 22%. C'est juste pour vous donner quelques chiffres. L'inactivité physique est un facteur de risque de 35 pathologies que je vous ai mis sur la droite, dans la figure de droite. Elle entraîne une diminution de l'espérance de vie et de l'autonomie. Elle augmente le risque de mortalité de manière drastique et correspond à 8%, contribue pardon, à 8% de la mortalité mondiale, ce qui en fait la quatrième cause actuelle, et 8% des maladies non transmissibles mondiales. Et en France, elle est associée à un coût social annuel de 140 milliards d'euros. Alors juste rapidement, pour la situation en France aujourd'hui, de ce qu'on sait, je vous montre ici les résultats de l'étude de Santé publique France, baromètre 2021, publiée par Charlotte Verdeau. Donc là, la prévalence a été estimée sur la base de questionnaires, donc c'est déclaratif. Et en moyenne, alors les gens déclarent en moyenne, les hommes déclarent en moyenne en France être à 73% actifs. Juste pour information, quand on a 73% de personnes qui nous disent être actives de manière déclarative et qu'on leur met un accéléromètre, donc on mesure de manière objective, on descend à 5%. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on a des biais déclaratifs qu'on connaît bien et on sait que ces valeurs sont bien surestimées. En tout cas, la prévalence est bien moindre chez les femmes et la prévalence de sédentarité définie comme le fait de passer plus de 7 heures passées assis paraît assez faible, 23 à 22% chez les hommes et les femmes. Là encore, d'expérience, on sait que quand c'est déclaratif, c'est très largement sous-estimé. Mais ce qui est important, c'est de voir les disparités sur le territoire. Donc cette étude a le mérite d'avoir regardé, d'avoir exploré les associations avec des facteurs sociodémographiques. Et c'est une étude assez unique euh, qui est bienvenue, mais bien évidemment, comme toute étude, elle a quelques limites. Donc, ils ont exploré les facteurs sociodémographiques, mais pas encore les autres facteurs, que ce soit biologiques, économiques, écologiques, etc. Comme je l'ai dit, c'est basé sur du déclaratif et ils n'ont pas pu s'intéresser aux liens avec d'autres comportements de santé. Donc, on a encore de nombreuses lacunes dans nos connaissances, surtout dans le cadre des spécificités du mode de vie française, et c'est là que vient Mouvement Santé. Donc, il y a voilà, juste pour résumer peut-être les questions qui nous paraissent principales aujourd'hui hein, dans le domaine, c'est en premier, on voudrait comprendre comment on peut favoriser la pratique sportive et l'activité physique et réduire la sédentarité dans toutes les tranches d'âge, dans divers contextes et pour divers profils de personnes. Et ce, en lien avec l'enjeu des réductions des inégalités sociales et territoriales de santé. Aujourd'hui, les recommandations restent très génériques et ne sont pas adaptées à chacun. Donc, il paraît important de pouvoir comprendre comment on peut rendre toute personne active et moins sédentaire. Et cela afin de mettre en place des politiques de santé publique qui soient acceptables par chacun, qui soient durables, qui soient soutenables et bien évidemment efficaces. Donc pour cela, il paraît impératif de mieux comprendre les déterminants individuels, biologiques, socio-économiques et environnementaux de la pratique sportive, de l'activité physique et de la sédentarité. Et bien évidemment, la santé est le résultat euh, de l'interaction de nombreux comportements de santé. Hein, ce n'est pas que l'activité physique. Donc, il semble impératif de mieux comprendre les liens, les interactions avec d'autres comportements de santé, dont l'alimentation, le sommeil, le temps d'écran, etc. Et avec le but ultime, bien évidemment, de comprendre quelle est l'influence sur la santé physique, mais aussi la santé mentale et le bien-être. Donc, c'est dans ce contexte que Mouvement Santé a été pensé avec la volonté de garder le citoyen au cœur du projet afin d'avoir une rencontre entre les chercheurs et le citoyen. Et à ce titre, je vous rappelle que le CNRS a pour but de mettre la science au service de la société et donc ce projet rentre parfaitement dans ce cadre. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir un webinaire aujourd'hui pour présenter ce projet qui se lance ce mois-ci. Et je vais passer la parole à Olivier et aux autres intervenants qui vont vous faire une description plus détaillée. Voilà, merci beaucoup. Ah pardon, non, excusez-moi.
j'ai oublié la diapo la plus importante. Excuse-moi, Olivier. Euh, T'en prie, Audrey. pour moi, Oui, Sophie, oui. Je euh, viens d'avoir mon téléphone là. Donc, il alors, a eu le gars de InBody. est-ce que vous pouvez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît? Enfin, non, vos micros, s'il vous plaît. On vous entend. Donc, excusez-moi, avant de passer la parole, je vais vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, on commence avec Olivier, donc, comme je l'ai dit, qui est coordinateur, j'ai une typo, principal du projet, et maître de conf à Aix-Marseille Université, qui va nous faire une présentation générale du projet, son historique, les objectifs scientifiques un peu plus définis que ce que je vous ai présenté là, bien évidemment, et son approche globale. On aura ensuite Andreas, qui est ingénieur de recherche au GRICAD, qui nous présentera la partie plus technique des gestions des données et traitement statistique. Puis Alice et Lou qui vont nous faire une présentation à deux voix sur tout ce qui est état de l'art sur la science participative en lien avec l'activité physique et la santé. Audrey, excuse-moi, je pense que tu as arrêté ton partage. Ah, pardon. Oh, bah dis donc, c'est pas efficace aujourd'hui. Euh, je vous remets ça. C'est revenu? Parfait. Autant pour moi. Donc, les trois premières, donc voilà, les présentations d'Olivier, Andreas, Alice et Lou. Ensuite, on aura euh, Eina, et je suis désolée si je ne prononce pas le nom correctement, qui va nous présenter les fondements scientifiques des domaines activité physique, perception de soi et santé. Puis Irini sur les domaines alimentation, mesure de l'activité physique, les écrans et la santé. Et enfin, Nicolas avec une présentation sur les fondements scientifiques des domaines sommeil et santé. Olivier nous fera une conclusion et puis enfin, on pourra avoir une discussion tous ensemble. Voilà, je tiens aussi à remercier très chaudement tous ces intervenants qui prennent le temps aujourd'hui d'être avec nous et de nous faire part de leurs connaissances. Merci. Allez, je te passe le micro, Olivier, cette fois-ci. Merci Audrey, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc partager mon écran à présent. Voilà, normalement ça apparaît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Rey, maître de conférence à Aix-Marseille Université et j'ai l'honneur de porter le projet Mouvement Santé sur lequel je vais revenir rapidement du point de vue de son historique. Tout d'abord, Mouvement Santé, c'est un projet qui est né d'une œuvre collective, euh, elle-même née au sein du GDR Sport et initié par Vincent Nougier autour tout d'abord de la période de crise Covid. Par la suite, il y a eu une réorientation d'un projet multivarié tel que présenté aujourd'hui. Et cette réorientation s'est inscrite dans le contexte pré-Jeux olympiques et paralympiques et a souhaité questionner les modes de vie des Français en matière de sédentarité, notamment de comportement sédentaire ou d'inactivité physique ou bien de pratique d'activité physique. Et nous avions jugé au sein du comité scientifique de l'époque qu'il était intéressant et important de questionner aussi les modes de vie plus largement. C'est ainsi que le projet est né. Qu'il a reçu dans l'année 2024 l'agrément éthique de l'INSERM et qu'il a commencé à être déployé autour des Jeux Olympiques 2024. Donc, nous portions, Vincent et moi, ce projet auprès des médias, notamment pour annoncer sa naissance. Naissance qui est intervenue un petit peu plus tard, début 2025, avec de très fortes contraintes de création d'une plateforme numérique complexe. Et le projet est né, donc, et a été mis en ligne le 17 mars dernier. Il connaît encore aujourd'hui quelques évolutions je reviendrai tout à l'heure sur son fonctionnement. Ce projet bénéficie de deux ambassadeurs éminents et de renom, donc avec Maya Ngo qui est juriste au CNRS et également parathlète. Après avoir été nageuse, elle est aujourd'hui karatéka en sport, en parasport.
et Michel Simès, médecin, animateur bien connu, donc c'est nos parrains, nos marraines et parrains nous font l'honneur de nous soutenir et de porter le projet auprès des médias depuis peu. Alors, le contexte du projet est celui d'une interrogation. Euh, la question est comment faire sortir les individus d'un cercle vicieux de l'inactivité physique qui inévitablement va entraîner des comportements de plus en plus sédentaires. Car plus l'activité physique est pratiquée dans le cadre d'un inconfort et d'une faible forme physique, plus ces expériences négatives seront mémorisées par le participant et plus des procédures, des stratégies d'évitement interviendront. Et pour sortir de ce cercle vicieux, entrer vers un cercle vertueux, rien de plus efficace que de donner sens à des informations et recommandations qui ont cours, mais qui sont assez peu efficaces. Donner sens par le principe d'une science participative que nous mettons donc en place dans Mouvement Santé. Ce projet s'inscrit donc dans une logique d'interrogation des modes de vie. Donc, nous voyons à gauche de l'écran les consommations d'écran, les relations sociales, les loisirs actifs ou inactifs. Et on voit sur la partie de droite le sommeil notamment. Le bien-être personnel ou les comportements alimentaires et de nutrition. Compte tenu de ce contexte général, Audrey a présenté quelques objectifs que je reprends ici, en précisant que, au-delà des objectifs de cartographie, de compréhension d'un point de vue corrélationnel ou prédictif de certains comportements de la vie quotidienne en lien avec des indices de santé mesurés, objectifs par des tests physiques, mais aussi un questionnaire de santé globale. Au-delà de ces intérêts, de cet intérêt-là, il y a pour nous un objectif majeur qui est, je le disais, de passer de la parole aux actes en donnant sens à ces aspects, en faisant participer directement donc les inscrits à Mouvement Santé à la recherche. Et je vais présenter, bien entendu, ces procédures tout à l'heure. Donc, comment ça fonctionne? Le participant accède à la plateforme Mouvement Santé en ligne. Ce n'est pas une application, mais bien un site internet. Cette connexion permet d'accéder par la suite à un compte qui est donc complètement sécurisé et qui permet lui-même de disposer d'un tableau de bord. Ce tableau de bord euh, offre des accès libres à des questionnaires en ligne et à des tests physiques auto-administrés. Donc, le participant peut remplir ses questionnaires à son rythme. Il a un pourcentage de complétion qui lui est proposé. Recevoir des bilans dès lors qu'un questionnaire est rempli totalement. Ces bilans également ont lieu lorsque des tests physiques sont réalisés en auto-administré. L'ensemble de ces données, donc, qui sont pseudonymisées, sont stockées sur un serveur protégé au GRICAD à Grenoble. Et grâce à ce stockage sécurisé, nous pouvons interroger donc, ces données et faire un travail statistique, notamment en intelligence artificielle, mais pas que, pour mieux observer ces comportements et les mettre en lien avec un état de santé. La structure globale du projet est la suivante. Donc, il y a trois grands volets. Un premier volet qui accueille le participant avec donc des questionnaires donc sociodémographiques, anthropométriques et de santé, qui ensuite permettent d'accéder à un niveau d'activité physique autodéclaré, donc c'est l'IPAC à cette question, des buts d'autodétermination et un questionnaire d'exposition et de consommation d'écran. Par la suite, un deuxième volet est proposé. Ce sont des tests de conditions physiques. Donc, il est indiqué qu'ils sont facultatifs parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui proposer des tests totalement accessibles ou inclusifs. Nous avons retenu 6 tests que je vais présenter ultérieurement, qui sont également auto-administrés donc, et qui sont accompagnés de petites vidéos pédagogiques et de consignes simples. Et après quoi, eh bien, il est possible de renseigner ses performances métriques ou en temps ou sa fréquence cardiaque relevée, par exemple sur le test de marche de 6 minutes.
Un troisième volet est proposé avec des questionnaires sur les habitudes de vie et de sommeil, sur la qualité de vie perçue, la perception de soi et l'estime globale de soi, le bien-être mental. Nous avons bien sûr également le comportement nutritionnel qui sera questionné. Je précise donc encore une fois que l'ensemble de ces tests euh, propose ou proposera, puisque nous avons actuellement à peu près 70% des tests qui sont potentiellement accompagnés de bilans individualisés. Donc notre objectif est de systématiquement fournir ce bilan individuel après participation. Voici en un clin d'œil un peu l'image de l'interface. Peut-être parmi vous, certains sont allés voir déjà à quoi ça ressemblait. Là, on a une version verticale, smartphone, et nous avons bien entendu également une version horizontale pour les ordinateurs. Donc, et là, vous avez donc à l'écran la présentation d'un tableau de bord. Donc, les questionnaires sont tous répertoriés ici. Nous avons donc uniquement choisi des questionnaires qui étaient validés et nous avons l'ambition d'augmenter cette offre de questionnaires, soit par d'autres questionnaires validés, soit en intégrant des questionnaires que nous souhaitons valider grâce aux réponses de nos participants. Et auquel cas, bien entendu, il sera indiqué aux participants qu'ils participent directement à une action de recherche et de validation d'un nouveau questionnaire. Les tests d'évaluation des qualités physiques donc, sont répertoriés ici. Nous avons donc le test d'équilibre dit Flamingo ou bien, une faute d'ailleurs, le test d'équilibre sur une jambe. C'est un test que nous avons adapté du test Eurofit puisque nous avons supprimé la réglette d'équilibre pour réaliser ce test pieds nus ou en chaussettes, à même le sol. Nous avons le test de frappe également qui est proposé, donc un test de coordination manuelle et de test, donc surtout qui teste les membres supérieurs, qui est un test plus ouvert et qui permettra aux personnes atteintes de contraintes à la mobilité notamment de participer. Le test de marche de 6 minutes, qui a l'avantage euh, d'être à allure libre, donc qui ne présente pas de risque et d'être facile à réaliser. Le test de force de préhension manuelle, le hand grip, qui nécessitera bien entendu l'appareillage grâce à, en tout cas l'équipement d'un dynamomètre. Donc nous avons l'ambition, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais de développer l'offre de dynamomètres en région pour que les participants puissent réaliser ce test en local. Le test assis debout, le sit-up, qui permet d'évaluer les membres inférieurs, et le test de souplesse que nous avons décliné en deux parties. Un test version debout avec des zones à atteindre qui sont matérialisées. Donc vous le voyez ici sur sept catégories de zones. Et le test de souplesse assis, le sit and reach test, qui donc lui existe et est bien connu, qui permet donc de mesurer la souplesse à partir d'un repère qui est donné notamment par la pointe des pieds. Le contenu du site est également associé à des fiches conseils et des recommandations. Donc, ces fiches conseils sont disponibles, vous le voyez ici, suite à l'ensemble des domaines questionnés. Une catégorisation des réponses peut être proposée dans les bilans. Alors, je précise que cette catégorisation n'est pas homogène. Nous n'avons pas pu proposer une catégorisation sur 4 niveaux systématiquement car nous sommes contraints par bien la structure même du questionnaire, la validité scientifique et la référence à la norme. Donc, nous n'avons proposé que des bilans normés, euh, mais que nous avons cherché systématiquement à catégoriser. Ces bilans donc permettent d'accéder à des fiches conseils qui donc elles-mêmes sont cotées en fonction du niveau que le participant a atteint dans le questionnaire ou le test physique. Vous avez là la structure de la fiche. C'est une fiche qui se lit en 2 minutes, qui, qui est disponible sur 2 pages en format PDF téléchargeable. Donc une petite introduction sur le thème, une définition, ce que l'on sait sur une petite revue de littérature sur les risques et bénéfices pour la santé du domaine interrogé, les recommandations à la portée du participant,
très simples, des recommandations du quotidien, avec un système d'évaluation pour savoir si ces recommandations sont efficaces, bien respectées à la main du participant lui-même. Voilà, donc voilà pour la présentation générale du projet. Merci de votre attention. Vous avez là un flashcode qui permet d'accéder directement au projet, ou bien on peut taper Move en santé sur Google et on tombe bien entendu sur notre projet en ligne. Je vais passer à présent la main. Alors, on réservera un temps de questions en toute fin d'intervention, si vous le voulez bien. C'est la raison pour laquelle, sans tarder, je vais passer la main à Andreas pour la présentation plus technique du projet. Ok, diapo prochain. Slide suivante. Tu peux remonter. D'accord. Donc, merci Olivier et merci de ma part aussi aux participants de ce webinaire. Donc, moi, je vais maintenant adresser un certain nombre d'aspects plutôt techniques autour de la gestion et de l'exploitation des données. Tu peux passer. Et là, dans ce contexte, je me permets de rappeler les deux principaux objectifs. C'est, comme Olivier disait tout à l'heure, la construction d'une base de données de référence, je dirais, hein, ouverte et accessible à toutes et à tous dans le cadre de projets académiques ou éducatifs. Et puis de suivre aussi au fil du temps l'évolution dans la population française générale, mais également dans des populations, des sous-populations plus spécifiques, hein, selon des tranches d'âge, le genre, les professions, le niveau d'activité, etc. Donc là, ces exigences, il va falloir les garder en tête. La suivante. Alors, tu voulais quoi comme petit déjeuner, comme goûter, Nora? Euh, Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Euh, donc les données sont récoltées principalement avec la solution Lime Survey, qui permet de assez facilement créer des questionnaires et de les diffuser en ligne. Nous avons actuellement 23 questionnaires disponibles, dont 22 actifs sur la plateforme. Ces données seront complétées par des données de type comportemental, physiologique également, comme on peut les récolter, enregistrer avec des actimètres, par exemple. Ces données seront ensuite stockées ici à Grenoble, à GRICAT, sur l'infrastructure de manière sécurisée. Et comme disait Olivier tout à l'heure, de manière pseudo-anonymisée, grâce à un code aléatoire qui nous permet pas du tout d'identifier les personnes derrière, hein. La table de correspondance est parfaitement séparée de notre infrastructure. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants. La suivante. Le traitement des données se fait en plusieurs étapes. Avant tout, il va falloir nettoyer, trier et traiter les données pré-traitées. Il y a quand même maintenant, on a déjà 1500 participants, hein, et on leur laisse un tout petit peu le choix aussi de répondre à leur guise en ce moment. Donc, ça produit aussi un certain nombre de réponses qu'il va falloir nettoyer simplement, hein, pour avoir à la fin des données propres et exploitables pour l'étape suivante qui est de appliquer des méthodes de calcul scientifiquement validées aussi pour obtenir des scores et des résultats individuels selon les sous-échelles utilisées dans les différents questionnaires, hein, qui touchent à des domaines divers et variés. Et tout ça sera après aussi croisé pour mieux comprendre aussi les liens et les relations entre les différentes dimensions que nous observons. Allez, la suivante. Ce qui nous mène aux analyses statistiques. Là, c'est assez classique. Donc, on va, dans un premier temps, faire des stats descriptifs, hein, pour bien avoir des fondements sur lesquels on va pouvoir après poursuivre pour faire des analyses plutôt comparatives
et développer des modèles prédictifs, là, dans le but de bien comprendre les relations entre les différentes dimensions, hein. Il est également prévu, comme disait Olivier tout à l'heure, d'explorer des méthodes dans le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour identifier des liens ou des schémas qui sont plus compliqués à détecter et à comprendre aussi avec des modèles plus classiques. Voilà, la suivante. Côté protection des données, comme, comme ça l'oblige aussi le RGPD, donc tout participant a le droit de demander la suppression de ces données à tout moment ou de rectifier ces données personnelles, bien évidemment. Hum, il y a déjà eu des cas, donc là on intervient. Par contre, vu que la table de correspondance est complètement séparée de notre infrastructure ici à GRICAT, tout passe par un intermédiaire euh, parce que la table de correspondance est actuellement hébergée au CNRS et sera bien évidemment définitivement détruite à l'issue du projet. Et une fois les données euh, bien préparées et mises en forme, pourraient être diffusées aussi, hein, pour être partagées avec les futurs exploitants, hein. On va passer par la plateforme Progedo, une infrastructure nationale qui vise la diffusion des données et le partage des données dans un esprit de science ouverte et participatif. Et c'est par là où on va à la fin aussi pouvoir donner accès à toutes nos données. Voilà. La suivante. Et comment obtenir cet accès, hein? C'est une démarche, quel que soit le projet, que ce soit un projet de recherche ou un projet éducatif. Il va falloir déposer une demande, donc décrire le projet, envisager les besoins et déposer cette demande auprès du GDR ou du directeur du GDR. Et le conseil scientifique va après examiner ça et prendre une décision. Et pour bien encadrer toute exploitation, il va falloir signer une convention de bon usage et après l'accès sera accordé. Eh bien, c'était le tour des éléments principaux. Nous pourrons revenir sur des détails si besoin à la fin de la présentation. Donc, j'ai terminé. Merci Andreas pour cette présentation. Je laisse la parole maintenant à Alice et Lou pour la revue de questions sur la science participative. Donc, Mouvement Santé, ça aborde deux aspects, si tu peux. Ouais, parfait. Celle d'après encore, s'il te plaît. Merci. Donc, Mouvement Santé, ça aborde deux aspects distincts. Donc, d'un côté, on a l'activité physique et de l'autre, on a la santé. Donc l'activité physique, ça a été présenté au tout début par Audrey, mais globalement, on englobe tous les types. Donc on parle de sport santé, d'activité sportive, d'activité physique adaptée et d'exercice physique, comme ça a été présenté, d'activité physique quotidienne. Et là, vraiment, Mouvement Santé, le but, c'est d'englober tous ces termes-là dans le gros terme, le gros panier qui est activité physique. Et de l'autre côté, du coup, la santé, dont l'une des définitions les plus courantes en médecine, c'est l'absence de maladie diagnostiquée par un professionnel, mais c'est quand même une définition qui reste très objective, mais très limitée. C'est pourquoi, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé a défini le terme de santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Et donc, il s'avère que Mouvement Santé, en plus d'aborder ces deux aspects distincts, il s'inscrit dans une démarche de sciences participatives. Et les sciences participatives, pardon, elles sont définies comme les formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Il existe trois grandes familles de sciences participatives. Donc, on a les sciences citoyennes, où les citoyens amateurs contribuent à la collecte et à l'analyse de données scientifiques. On a les recherches communautaires, pour lesquelles il y a une réelle collaboration entre des chercheurs et des groupes concernés pour diagnostiquer ou résoudre des problèmes qui les affectent, donc notamment dans le médical.
Et enfin, on a les recherches participatives, où il y a une collaboration entre des chercheurs et des groupes de citoyens ou de professionnels pour résoudre des problèmes socio-économiques ou environnementaux. Et donc, dans le cadre de Mouvement Santé, on s'inscrirait plus dans les recherches participatives. Tu peux passer, s'il te plaît. Au niveau de ce qui existe concernant les sciences participatives et l'activité physique, donc plus spécifiquement l'activité physique hors la santé, il y a pas mal de recherches qui prouvent que la science participative a un intérêt pour engager des changements. Donc les points communs de toutes ces études qui intègrent sciences participatives et activité physique, c'est que les citoyens vont être amenés à observer l'activité physique des autres, observer les, les méthodes et les formes d'activité physique. Par exemple, ça va être observer les infrastructures et autres utilisations de ces infrastructures pour après, derrière, engager des changements. Donc, c'est beaucoup plus voir le citoyen et le participant comme simple enquêteur. Et il n'y avait pas d'implication personnelle directement de faire de l'activité physique et sportive. Une autre étude qui se rapproche et qui utilise la science participative, ça va être Nutrinet Santé, où justement là, il va y avoir des questionnaires et donc il n'y a pas uniquement le citoyen comme simple enquêteur et observateur, mais qui va aussi avoir des questionnaires sur sa propre santé, mais pas d'implication directe de l'activité physique en tant que telle dans la science participative. Donc on voit déjà là dans cet état de l'art une des particularités qui sont spécifiques à Mouvement Santé, avec donc les tests physiques qui sont directement proposés, même si ce ne sont pas obligatoires, c'est quand même une grande innovation dans cette approche de la science participative. Des bilans scientifiques après ces tests physiques qui permettent à la fois de participer, mais aussi d'avoir des choses qui engagent plus sur le long terme. Donc plutôt que d'être des simples enquêteurs, les citoyens ils deviennent des acteurs de la recherche. Et du coup, l'objectif, et ça c'est commun avec le reste de la littérature, c'est un engagement et des motivations renforcées envers l'activité physique et sportive pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique, comme ça a été évoqué juste avant. Et concernant les sciences participatives et la santé, les collaborations à l'origine étaient plus de l'ordre de la participation volontaire des patients à des essais thérapeutiques ou à des enquêtes épidémiologiques. Et au fur et à mesure, il y a eu le développement des patients experts qui amènent à une collaboration réelle entre le corps médical et les patients, où les patients, du coup, ils prennent part aux décisions médicales. Et donc, ça fait partie des sciences participatives. Il y a notamment plusieurs études sur le diabète de type 2 qui ont démontré cette collaboration. Et il y a, en plus des développements des patients experts, il y a le développement de différents dispositifs, comme avec la Autorité de santé, pardon, qui en 2017 a lancé une opération destinée à faire participer le public à l'évaluation de médicaments ou de dispositifs médicaux. Et ce qui est positif pour Mouvement Santé et qui a été démontré dans la littérature, à travers notamment un questionnaire autour de la science participative et la connaissance de ce domaine, c'est que les Français, ils semblent être prêts à s'investir pour faire avancer notamment les connaissances médicales, avec 55% de la population qui donnerait leur accord pour faire progresser du coup ce domaine, et 74% d'entre eux qui seraient prêts à utiliser leurs données médicales. Et également, il y a une importante émergence de sensibilisation des Français à la santé à travers différentes études à différentes échelles, avec notamment Diagnosanté, qui est une démarche participative qui a été menée en collège et lycée pour mobiliser les adolescents dans une démarche positive et globale de la santé. Et du coup, Nutrinet, comme l'a présenté juste avant Lou, qui montre que les Français sont de plus en plus sensibilisés. Et dans la littérature autour des sciences participatives autour et de l'activité physique et de la santé, il n'y a qu'une étude qui se rapprocherait de Mouvement Santé, mais qui est effectuée dans le monde du travail et dont l'objectif était d'identifier les processus collaboratifs autour d'un projet de promotion de l'activité physique. Donc Mouvement Santé, c'est vraiment une innovation de par son approche notamment globale à travers ces différents aspects de l'activité physique et de santé. Concernant les avantages, donc c'est un peu ce qu'on a vu déjà dans la science participative qui existe, qui mêle activité physique et santé. Ça va être un renforcement de l'engagement et de l'appropriation des résultats. Donc sur les différentes études qui ont été menées, on a vraiment derrière des résultats qui fonctionnent au long terme. Par exemple, sur les infrastructures dont je parlais,
ben, derrière, ben, il y a des réels changements qui ont été proposés dans les différentes villes où cette étude a été testée. On a aussi une meilleure compréhension des facteurs, vu qu'on va aller directement ben, auprès des personnes pour participer et engager la recherche avec eux. On va avoir une approche vraiment très proximale de ces facteurs-là. Ensuite, on a une production de données de qualité et surtout à très grande échelle. Ça, c'est un autre point commun de la science participative, c'est ce côté vraiment de masse où on va pouvoir aller toucher le plus de monde possible. Ce qui va avec la réduction des inégalités. L'objectif qui a été donné au tout début, c'est de favoriser l'activité physique et réduire l'inactivité physique et la sédentarité. Et c'est un des avantages de Mouvement Santé, c'est que vu que c'est accessible à tout public, à tout type de personnes, on réduit ces inégalités d'accès. Pareil, déjà dit aussi, mais concernant l'innovation. Donc là, on a quelque chose qui va être innovant et qui va permettre d'apporter des nouvelles solutions de méthodes d'intervention en santé publique, notamment soit directement du grand public, mais aussi ben, par le partage et la diversité de ce qui va être proposé. Et l'initiation du changement individuel et de groupe. Donc, par l'aspect engagement que proposent les sciences participatives, on a déjà dans ce qui existe beaucoup de changements individuels qui se produisent et de fait des changements de groupe, que ce soit par la mise en rencontre que peut proposer comme Mouvement Santé avec un forum, etc. Mais aussi juste le fait d'avoir quelque chose qui touche une masse plus grande que des sciences qui vont être sur des plus petits corps de personnes. Et donc, cette méthode de science participative, elle a notamment quelques inconvénients d'ordre méthodologique, donc notamment concernant les protocoles et sa qualité d'exécution par les participants, mais également au niveau de la récolte des données qui peut être relativement compliquée sur le long terme, dû justement à l'engagement des participants peut être un frein à cette démarche de science participative qui dépend vraiment de l'engagement des participants, et également au niveau de l'analyse et de l'interprétation des données, puisque le fait que les participants font eux-mêmes le protocole, cela peut créer différents biais, notamment sur la passation des tests. Il y a des inconvénients également d'ordre déontologique et éthique, donc notamment au niveau de la rigueur de la démarche, surtout sur la passation des tests, mais également concernant la gestion de projet avec les logiques et les valeurs de chacun des acteurs qui peuvent être diverses et variées et donc créer de potentiels conflits. Et au niveau de la reconnaissance des partenaires qui est importante, qu'il faut souligner toute leur contribution tout au long du projet. Et enfin, principal inconvénient, c'est l'autonomie des participants qui peut être un frein dans ce type de démarche de sciences participatives. Ce qu'il faut retenir donc dans l'importance de la science participative, c'est donc on l'a mis en bas de de la diapositive, pardon, c'est que la coopération ne se décrète pas. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que l'intérêt de ce webinaire, par exemple, c'est de comprendre que dans cette science participative et dans le projet de Mouvement Santé, il n'y a pas de notion de hiérarchie, c'est que le grand public, les citoyens, vont être vraiment acteurs et même auteurs de cette recherche et des résultats qu'on va avoir. On a des adaptations, des améliorations continues qu'il va falloir qu'on fasse tous ensemble, que ce soit avec le retour directement des personnes qui participent à un mouvement santé, pour que les chercheurs, les techniciens et toutes les personnes qui travaillent sur mouvement santé puissent adapter et donc améliorer derrière le dispositif. L'importance aussi, c'est dans la transparence et les interactions. Donc, on a dit dans les forums, dans les échanges, le but, c'est d'avoir vraiment le principe d'open science et de diffuser vraiment le savoir. La temporalité, où ça se joue sur du long terme. Et donc là, on engage quelque chose qui doit durer dans le temps. Le côté innovation, je pense qu'on on l'a assez répété pour dire que voilà, c'était quand même assez central dans ce projet de sciences participatives. L'autonomie, où c'est des questionnaires qui se font chacun de son côté, etc. Et donc, il y a une grande part à cette autonomie-là, mais qui peut être un frein. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être attentif. Le travail collaboratif, c'est quand même central dans l'aspect de sciences participatives, qui va avec la notion de ne pas avoir de hiérarchie. Donc, c'est vraiment collaboratif avec tous les types d'acteurs.
Et enfin, la communication et la visibilité, où c'est un projet qui a du sens et peut vraiment fonctionner, mais pour ça, il faut de la communication, de la visibilité et que tout le monde puisse échanger, en parler et donner du sens au-delà au-delà de ce qu'on sait déjà du projet. Et voilà. Merci Alice et Lou pour cette petite revue de littérature très sympathique. À présent, je vais faire une petite manip pour passer la vidéo enregistrée par Aina pour ce qui concerne son domaine. Dans quelques instants, s'il vous plaît. Par Pas de contre, son, on n'a pas de son par contre. Donc, je cède la parole à Irène pour la suite de la présentation. Merci. Merci Olivier. Euh, moi, je suis prof en physiologie, en STAPS, détachée auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES. Depuis plusieurs années, je suis maintenant adjointe au directeur d'évaluation des risques dans le domaine alimentation, santé animale et végétale. Donc, je vais vous présenter la partie qui concerne le fondement et la relation avec spécifiquement le questionnaire alimentaire qu'on a développé. On peut aller à la diapo suivante. Donc, on part bien sûr du principe hyper connu, donc ça, tout le monde le connaît, l'a vu des dizaines de fois, qui est la question du déséquilibre alimentaire, qui fait perdre chaque année des millions d'années de vie tout court ou des années de vie en bonne santé, avec ce qui est représenté ici assez rapidement, la relation entre la consommation notamment de certains groupes d'aliments euh, et des pathologies. Donc ça, ce sont des informations qu'on a à partir de données épidémiologiques. Et si on va plus dans le détail, on a la question de comment couvrir nos besoins nutritionnels. Donc la partie aliments, je dirais, et la partie nutriments, les deux étant bien sûr interdépendants, puisque nos aliments sont bien les vecteurs des nutriments. On peut aller à la suivante. Donc, nous, ce qu'on fait à l'ANSES, c'est l'évaluation des risques. Donc, on est typiquement sur une approche qui consiste à identifier ce qui présente un risque. Et donc, le raisonnement, je l'introduis parce que c'est comme ça qu'on a construit le questionnaire, c'est l'écart à la cible. C'est-à-dire comment est-ce que l'exposition, c'est-à-dire dans notre jargon l'exposition, mais finalement l'apport alimentaire va avoir un effet sur la santé, et les effets sur la santé, l'exposition au risque vient en fait de l'écart à la cible, c'est-à-dire l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Et dès lors qu'on sait ce qui devrait être, l'idée par l'approche qu'on a là dans le cadre de Move Santé, c'est d'approcher le plus possible les comportements alimentaires et d'approcher le plus possible, puisqu'on ne peut pas faire de bilan nutritionnel complet, ça serait juste monstrueux, au moins connaître les apports alimentaires sur la base de groupes d'aliments et notamment en visant la diversification alimentaire dont on sait qu'elle est un facteur très important de l'équilibre nutritionnel. On peut aller à la suivante. Donc la perception des choses, c'est le terrain. Et c'est de là qu'on va partir. Après, on fait de l'analyse du risque. L'analyse du risque, on va la faire sur la base justement des données dont on va
on va disposer et de la cible qu'on a identifiée. Et puis après, que c'est en écho à ce qui a été dit, en introduction, avec les données dont on va pouvoir disposer, identifier des leviers qui seraient des leviers individuels, mais finalement surtout des leviers collectifs, parce qu'on sait que ce sont plutôt les leviers collectifs qui fonctionnent pour améliorer la nutrition en relation avec l'activité physique et les rythmes biologiques, bien sûr, puisque c'est interdépendant. Donc, nous, quand on a travaillé sur la définition de la cible, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour identifier l'écart, on a considéré que l'alimentation, c'est couvrir les besoins nutritionnels dans le but de prévenir des maladies et tenir compte aussi des contaminants alimentaires. Alors, en fait, dans les relations épidémiologiques, en infra, il y a aussi les contaminants alimentaires, puisqu'on sait que la consommation de certains groupes d'aliments peuvent conduire à des pathologies aussi, parce que on a des contaminations qui sont spécifiques. Et, et dans le travail qu'on a fait, on a pris en compte les habitudes alimentaires, c'est-à-dire que quand on parle de l'écart à la cible elle-même ne peut pas être trop éloignée de ce que les gens font déjà, puisque ça serait complètement irréaliste. Diapo suivante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé les 1342 aliments dont on disposait dans la base SQL en 32 sous-groupes. Donc, avec l'objectif que j'ai évoqué, on peut déjà aller à la suivante pour voir les catégories d'aliments. Donc, en fait, on a des aliments et des groupes. Ces groupes sont les fruits et légumes, les féculents, viande, poisson, œufs et tout ce que vous voyez listé ici. On peut aller à la suivante parce que quand on entre dans le détail, on voit que par groupe d'aliments, on a des aliments ou des sous-groupes d'aliments dont on va demander le détail en fait dans le questionnaire, c'est-à-dire qu'en première intention, on demande quels sont les groupes d'aliments qui sont consommés et puis on va demander aux participants d'aller chercher, nous c'est ce qu'on a fait sur la base de la liste de la base de données SQL, qui est la base de données nationale de composition des aliments, d'aller chercher plus précisément les aliments qu'ils ont consommés. Alors c'est du semi-quantitatif, parce que on ne peut pas demander aux participants de dire exactement combien de grammes ils ont consommé, ça serait très compliqué et très lourd pour eux. Donc, on va déjà avoir ce panorama qui va quand même nous permettre d'évaluer ce que j'appelle l'écart à la cible. On peut continuer. Donc, on sait que quand on regarde ce qui existe et ce qui devrait être, on a des groupes d'aliments qui sont à limiter. Ça a été l'issue de nos travaux sur la réévaluation des repères du PNNS. Donc, c'est majoritairement la viande, les viandes transformées et les boissons sucrées. Et puis, les aliments à privilégier. Donc, parmi les aliments à privilégier qui sont dans la suivante, un peu comme attendu, les fruits et légumes, le grand classique, les poissons. Alors, certains poissons, deux portions par semaine, avec des poissons gras une seule fois par semaine, justement en raison des contaminations. Forcer un peu, ce qui n'est pas du tout le cas en France, sur les légumineuses. C'est sur les aliments peu ou pas raffinés du tout, c'est-à-dire complets ou semi-complets, si on n'aime pas trop le complet, et certaines huiles, notamment certaines huiles végétales qui seraient riches en EPA, en oméga 3, d'une façon générale, et aussi l'huile d'olive qui a pas mal d'intérêt d'un point de vue épidémiologique, c'est démontré. Donc la suivante. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le contexte de Move Santé, on a créé un questionnaire alimentaire dont la conception permet surtout d'identifier la capacité à diversifier l'alimentation avec, on espère construire un feedback d'écart à la cible, c'est-à-dire identifier le niveau de diversité, le niveau d'apport dans chacun des groupes, parce qu'on sait très bien que pour certaines personnes, il y a des groupes entiers que les gens ne touchent pas. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier le niveau de diversification qu'on a déjà pu calculer comme étant un indicateur d'adéquation à l'alimentation qui permet de couvrir les besoins nutritionnels. Donc, on se cale là-dessus.
On peut aller à la suivante. Donc, ça se présente de la façon suivante avec un questionnaire, c'est ce que je vous disais, avec une question sur un groupe d'aliments ou sur une catégorie, et puis le détail qui est donné. Donc, on a déjà un premier niveau de diversité qui concerne le groupe alimentaire et un deuxième niveau de diversité qui va concerner les aliments eux-mêmes, item par item, et aliments et items qu'on a identifiés, qu'on a définis à partir de la base du SQL. Alors, ce vers quoi on va aller maintenant pour aller un peu plus loin et pour pouvoir probablement donner un retour plus rapide aux participants, on envisage de construire un questionnaire plutôt de comportement alimentaire qui va permettre d'identifier des erreurs majeures en alimentation qui peuvent être liées à la fréquence, à des horaires de prise alimentaire, à des aliments privilégiés ou non privilégiés, et qui pourraient déjà donner un retour aux participants pour dire, bon, ben voilà, il y a quelques petites choses probablement à réaxer, ce qui peut être assez motivant. La suivante, pour reboucler un peu le tout, donc là, bon, nous, à l'ANSES, on travaille aussi sur les rythmes et sur l'activité physique, évidemment. Et on sait très bien qu'il y a des interrelations, ça va être évoqué rapidement en ce qui concerne les écrans, par exemple, ou le niveau de sédentarité. Et on sait aussi qu'en fonction de l'activité, en fonction du temps d'écran, on va avoir des effets sur les comportements alimentaires. C'est-à-dire que ces comportements-là vont interagir. C'est ce qu'on a vu. Donc, on avait fait un travail préalable au moment où on avait su qu'on allait être confiné en 2020. Et donc, dans les 15 jours, on a fait une évaluation très rapide sur la base de la bibliographie et de prospective de ce qui pourrait arriver et qui est effectivement arrivé, avec donc le déséquilibre majeur que le confinement a créé sur l'activité physique, la sédentarité, les rythmes, l'usage des écrans et le comportement alimentaire. Donc, ça, c'est parfaitement bien documenté. Et c'est vraiment là-dedans, merci. Je pense que j'ai réussi à tenir le temps. Merci Irène, parfait. Je pense qu'il y aura des questions. On réserve, on va gagner du temps sur le temps de questions. Donc merci beaucoup Irène pour sa présentation. Je laisse la parole maintenant à Nicolas Bessot qui va nous parler de sommeil. Ne vous endormez pas. Bon, vous m'entendez? Oui, ok. Alors, bonjour, je vais essayer de ne pas vous endormir. L'idée ici, c'est de vous présenter assez rapidement les liens entre le sommeil et la santé. Voilà, diapo suivante. Donc, déjà, le sommeil, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une fonction physiologique, biologique essentielle qui va influencer de nombreux aspects de notre santé, notre fonctionnement quotidien. Il remplit plusieurs rôles majeurs au niveau du cerveau, du corps, de l'immunité, de la régulation émotionnelle. Donc le sommeil s'organise sous forme de cycles de 90 minutes environ, qui vont s'enchaîner plusieurs fois au cours de la nuit, et chaque cycle contient du sommeil dit léger, du sommeil profond, du sommeil dit paradoxal, c'est-à-dire les rêves. Il y a aussi plusieurs hormones qui sont impliquées dans le sommeil. La principale, c'est la mélatonine. C'est donc le sommeil est régulé par cette hormone. C'est une hormone produite par la glande pinéale qui joue un rôle essentiel dans la régulation du cycle veille-sommeil. Elle est produite pendant la nuit, en conditions d'obscurité, et donc c'est inhibé par la lumière, donc ça va être inhibé notamment par la lumière des écrans. Les principaux effets de cette mélatonine, donc elle va donc, comme on l'a dit, jouer sur la régulation du rythme veille-sommeil, elle va faciliter l'endormissement, elle synchronise l'horloge biologique circadienne, elle a aussi un effet antioxydant, elle joue sur l'immunité, sur l'humeur, sur le métabolisme, donc c'est très important. Un neurotransmetteur aussi important, c'est la sérotonine, c'est un régulateur aussi du sommeil. Un déficit de sérotonine est souvent lié à l'insomnie,
et aux troubles anxieux aussi. Et il y a beaucoup de pathologies comme la dépression, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou la narcolepsie qui sont influencées par le système sérotoninergique. Pardon. Euh, alors, il y a le mode de vie qui peut jouer sur la sérotonine. Alors, je suis toujours sur la diapo avant, là. Voilà. Il y a l'exposition à la lumière du jour qui va favoriser la conversion de la sérotonine en mélatonine, et puis l'activité physique aussi, ça augmente la production de sérotonine, et donc c'est une explication aussi de l'effet de l'activité physique, hein, comme un agent améliorant la qualité du sommeil. Alors juste pour finir, sur le modèle de sommeil, le modèle de Borbély qui est en bas de la diapo, là à droite, qui contient deux processus. Il y a le processus homostatique, c'est la pression sommeil, donc qui augmente au cours de la journée et qui va être annulée, mise à zéro par le sommeil, justement. Il y a le processus circadien, ces deux processus fonctionnent en synergie. Le processus circadien, donc, il fluctue au cours de la journée. Et donc, il va expliquer notamment pourquoi il y a des moments de la journée où sont plus propices au sommeil, notamment évidemment la fin de journée, mais aussi au moment de la sieste. Et il va surtout aussi expliquer pourquoi il y a des gens qui sont plutôt du soir, qui vont avoir tendance à se coucher plus tard, et des gens plutôt du matin qui ont tendance à se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Alors, on peut changer de diapo. Donc maintenant, je vais vous parler des impacts du sommeil sur la santé. Euh, le sommeil joue un rôle sur plein de choses, plein de fonctions, notamment par exemple sur le système cardiovasculaire, comme régulateur de la pression artérielle. Donc, le sommeil a tendance à baisser la tension. Donc, le manque de sommeil va augmenter le risque d'hypertension. Ça augmente aussi donc les risques de maladies cardiovasculaires comme les AVC, les infarctus. Et ça augmente aussi tout ce qui est processus inflammatoire et stress oxydatif, donc le manque de sommeil. Il y a aussi un lien avec le métabolisme. La privation de sommeil, le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité va engendrer un déséquilibre hormonal, notamment au niveau des hormones de la faim, comme la leptine ou la gréline. Donc ça va augmenter l'appétit, donc ça va augmenter les risques de surpoids et d'obésité. Et il y a un lien aussi avec la résistance à l'insuline. Outre le fait du surpoids, ça va aussi augmenter les risques de diabète de type 2. Ça a donc un lien, comme je l'ai dit, sur le système immunitaire. Ça va réduire l'immunité, la privation de sommeil. Ça a un lien évidemment sur la fonction musculaire et la récupération. Hein, pendant le sommeil profond, notamment, on libère de l'hormone de croissance qui est essentielle pour la réparation des tissus musculaires. Euh, et ça a un effet aussi, la privation de sommeil, sur les performances musculaires, d'endurance, mais surtout de coordination, parce que on a pu montrer qu'il faut quand même une privation de sommeil assez importante pour avoir des effets significatifs sur la force, sur la puissance musculaire, mais par contre la coordination et tous les processus cognitifs sont plus facilement touchés par la privation de sommeil. Donc justement, la privation de sommeil va jouer sur les altérations cognitives, comme la mémoire, la concentration, la prise de décision qui vont être touchées par la privation de sommeil. Et on augmente aussi les risques de troubles neurologiques tels que troubles de l'humeur, l'anxiété et de la dépression, hein, qui sont évidemment plus présents chez les gens qui ont des troubles du sommeil ou des jet lag, enfin des gens qui font du travail posté, par exemple. Alors, au niveau de la santé mentale, donc le sommeil joue un rôle Ah important ouais. joue un rôle important sur la mémoire et l'apprentissage, sans rentrer dans les détails, sur la concentration, la prise de décision, la flexibilité cognitive, la régulation des émotions, l'anxiété, les troubles de l'humeur, voilà, la fatigue mentale de manière générale. On peut passer à la diapo suivante. Alors, au niveau des pathologies liées au sommeil, il y en a plein, mais on va juste citer les principales. Donc, il y a l'insomnie, évidemment, qui touche à peu près 10 à 30% de la population. Donc, c'est la plus courante, hein. Je pense que tout le monde connaît, je ne vais pas en parler plus en détail. Vous avez aussi l'apnée du sommeil, donc, qui touche, soi-disant, 3 à 7% des adultes, mais il y a beaucoup de gens qui sont apnéiques et qui s'ignorent.
et qui donc peut avoir aussi des conséquences notamment cognitives à long terme. Et ça va avoir donc ces troubles du sommeil vont avoir évidemment des enjeux sociétaux aussi hein, importants, puisque ça va diminuer la productivité au travail, augmenter l'absentéisme, augmenter les risques aussi de sécurité, les accidents de la route évidemment, les accidents professionnels. Donc c'est un coût économique aussi en soins de santé. Diapo suivante. Alors un petit point juste sur les besoins de sommeil. Vous savez à peu près, on a à peu près en moyenne besoin de 8 heures de sommeil. On estime qu'il y a environ 35% des adultes qui sont en dette de sommeil, hein, qui ne dorment pas assez, donc ils dorment moins de 7 heures, même si les besoins sont variables d'une personne à une autre. On estime qu'il y a 35% des gens qui ne dorment pas assez. Ces gens-là, c'est souvent des jeunes, entre 20 et 40 ans. Évidemment, il y a une augmentation aussi, on observe une augmentation des pertes de sommeil, hein, des manques de sommeil au cours du siècle dernier et du siècle arrivant, avec l'arrivée de la télévision, des écrans de manière générale, et les nouveaux écrans, Internet, les tablettes, etc., qui évidemment vont ont tendance à facilement repousser l'heure de l'endormissement, parce qu'ils sont captivants et puis parce qu'ils ont un effet direct sur la mélatonine. Voilà, donc il y a aussi évidemment le problème, mais ça, je peux en parler, du travail de nuit, qui est une particularité. Donc on peut passer à la diapo 5, la dernière diapo. Euh, donc quelques conseils pour améliorer le sommeil. Donc c'est des conseils qu'on peut éventuellement aussi proposer dans le cadre de Mouvement Santé, dans le cadre des usagers. Donc évidemment respecter ses rythmes et ses besoins de sommeil, maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers, en semaine et en week-end. Donc, on a un questionnaire qui va justement mesurer le jet lag social. Le jet lag social, c'est la différence de rythme de vie entre la semaine et le week-end, qui est un lien directement avec le chronotype, si on est plutôt du soir, plutôt du matin, parce qu'en général, les gens du soir ont un jet lag plus important, puisque ils sont moins bien adaptés à la vie sociale, qui est plus adaptée aux gens du matin, et qui va donc euh, pousser ces gens-là à devoir se lever tôt, alors qu'ils ont tendance à se coucher tard, donc qui vont être plus en privation de sommeil. Donc c'est aussi des gens qui vont être plus à risque d'anxiété, de dépression et d'autres troubles. Donc pour les recommandations, on propose aussi de s'exposer à la lumière du jour. C'est important pour la sérotonine notamment et pour l'horloge biologique aussi. Évidemment, modérer la consommation d'excitants, café, etc. Pratiquer une activité physique régulière, hein, c'est une recommandation. Alors, de préférence, pas trop avant le coucher, même s'il y a des gens pour qui ça change rien. Donc, ça dépend des gens. Euh, voilà. Évidemment, il y a le problème du dîner, de l'alimentation. Hein, ne pas manger trop lourd le soir. Privilégier une activité calme avant de se coucher. Évidemment, loin des écrans, au moins 1 heure avant de se coucher, surtout pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, à s'endormir. Une chambre avec une température adéquate, entre 18 et 20 degrés, se déconnecter, donc je l'ai dit, des écrans, et puis surtout donc se coucher dès qu'on a les premiers signaux du sommeil. On parle du train du sommeil, hein, donc aller se coucher au moment où on sent que ça vient, les bâillements, les paupières lourdes, etc. Et ne pas repousser ce moment, puisqu'on peut louper le train du sommeil, en tout cas pour ceux qui ont des problèmes d'endormissement, et donc repousser d'autant son endormissement. Voilà, donc juste un point sur ce qu'on va mesurer, ce qui est prévu pour l'instant. Donc on a un questionnaire de qualité du sommeil, il s'appelle le PSQI. On a un questionnaire de matinalité pour les chronotypes, savoir si on est plutôt du matin, plutôt du soir, parce qu'on a des hypothèses par rapport à ça, et par rapport, enfin on sait notamment que les gens du soir ont plus de problèmes, finalement, en espérance de vie un peu plus basse, plus de risques, certainement dû au jet lag social, euh, et aux perturbations donc, de leur rythme. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et donc un questionnaire de jet lag social. Voilà, en gros, c'est ces 3 questionnaires-là qu'on va pouvoir mettre en relation avec le questionnaire de santé et les capacités et les capacités physiques et les habitudes d'activité physique des participants.
Voilà. Merci Nicolas pour ta présentation. Pour laisser le temps, nous sommes ensemble jusqu'au plus tard à 18 heures, donc nous avons 45 minutes devant nous. Avant cela, je fais quelques mots de conclusion. Alors tout d'abord, en 3 points. Le premier, c'est d'abord merci. Ce projet est porté par le CNRS. L'équipe de la MITI s'est mobilisée pour soutenir vraiment ce projet de manière extrêmement active. Le CNRS qui finance une grosse partie de ce projet avec un contrat électoral, un ingénieur de recherche, un budget de lancement. Merci également à l'Agence nationale du sport qui finance également le démarrage de ce projet dans le cadre de la grande cause nationale 2024, bouge 30 minutes par jour. Merci également au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a également, notamment avec certains de ses inspecteurs, et citons-le, Éric Journeau, qui a été très actif dans le soutien porté à ce projet. Merci à nos parrains, marraines, Mayanne et Michel, qui sont nos ambassadeurs et que vous verrez bientôt sur les écrans dans le cadre d'une petite communication en notre soutien. Merci à tous les participants qui sont actifs depuis le début dans ce projet et qui notamment ont participé à ce webinaire. En deuxième point, quelques perspectives de déploiement. J'ai réservé cela pour la fin parce que dans le projet donc de Mouvement Santé, il y a 2 aspects qui ne sont pas encore déployés sur la plateforme et qui le seront dans les mois à venir. Tout d'abord, la possibilité pour un participant d'accéder à un groupe d'intérêt thématique. Si bien que les participants pourront entre eux participer à un chat privé, proposer des projets entre eux également, à tester grâce aux outils proposés par Move, notamment en pré-post prise en charge, enfin, ou plutôt pré-post programme. Donc, ces groupes d'intérêt thématique, selon nous, sont de nature à véritablement mettre en œuvre la science participative. Et le deuxième aspect, ce sont des comptes collectifs qui seront déployés. Sur le tableau de bord, ces fonctionnalités apparaissent mais ne sont pas encore actives. Il s'agit pour les enseignants, les formateurs, les coachs, entraîneurs et autres responsables d'avoir la possibilité de créer un compte collectif dans lequel ils invitent des participants de leur structure. Et ainsi regroupé, il est possible de travailler en local sur une extraction de données anonymes toujours, et donc là aussi de mettre en œuvre cette science participative. C'est là que le projet Move en santé peut intéresser le corps enseignant notamment, et pourquoi pas dans le cadre de l'accompagnement du parcours éducatif de santé au collège en particulier. Et un troisième et dernier point, enfin, eh bien, rejoignez-nous si vous êtes intéressé. Mon contact apparaît sur l'écran, à l'écran. Et donc, je vous invite à entrer en contact avec nous et nous pourrons voir ensemble comment nous pouvons travailler. Merci de votre écoute, de votre attention. Et à présent, on peut laisser du temps aux questions si vous en avez. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, je me présente rapidement, je m'appelle Morgane Brassel et je suis éducatrice sportive dans un club de sport en Alsace, proche de Strasbourg. Et en fait, j'ai trouvé votre projet à titre personnel, mais je suis venue surtout aujourd'hui par rapport à mon métier. Aujourd'hui, je travaille avec 700 personnes en moyenne à l'année, de différents publics, donc de 3 ans jusqu'à l'EHPAD. On intervient aussi avec un public en situation de handicap dans des entreprises. Donc, ça représente pas mal de monde. Et je voulais savoir si dans ce contexte-là, vous cherchez éventuellement des partenaires et dans quel cadre on pourrait travailler en collaboration. Parce que bah, c'est vrai que moi, ça fait un moment que j'essaie de concrétiser un peu mes actions. Et je pense que le levier de la science peut être vraiment un levier intéressant à développer dans ce que nous proposons au club. alors pour vous répondre, en fait, le partenariat va de soi dans la mesure où il s'agit d'un projet de science participative. Je pense que la plateforme vous est totalement ouverte à titre local ou à titre
plus large. Pour tout partenariat particulier, bien entendu, il faut voir ce que vous attendez de nous et ce qu'on peut éventuellement offrir, notamment en termes de compte collectif, comme je le disais à l'instant. Donc le mieux, c'est d'en parler à un autre moment pour savoir si on répond à vos besoins et si on ne peut pas y répondre, on vous répondra. Parce qu'en fait, nous sommes donc évidemment euh, financés en particulier par le CNRS, donc il s'agit d'une recherche publique. L'outil que nous proposons a l'avantage d'être totalement gratuit, mais en même temps, on ne pourra pas s'adapter forcément à toutes les demandes et offrir des services que nous n'avons pas. Mais bien entendu, je vous invite à me faire un mail, s'il vous plaît, et puis on pourra échanger. Ok, c'est gentil, merci. Bah, justement, j'avais cette question par rapport surtout au compte collectif, parce que je pense que ça pourrait répondre un petit peu à mes besoins. Bah, je vous enverrai un mail alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Philippe, Oui, bonjour à toutes et tous. Je me présente, Philippe Terral, je suis sociologue, professeur à Toulouse, membre du bureau du GDR et par ailleurs, donc c'est un peu la casquette aussi que je veux mettre en évidence, vice-président Sciences avec et pour la société de la Commu de Toulouse. Et du coup, c'était en lien et peut-être en complément avec les collègues qui ont fait l'état de l'art. Merci pour ces éléments. Mais j'ai été interrompu à un moment donné, mais je n'ai pas vu, je crois, parler des recherches interventionnelles en santé des populations, qui est un secteur là, en titre de chercheur, où j'ai beaucoup travaillé, qui sont des recherches collaboratives aussi et qui rentrent dans votre cadre. Votre cadre a beaucoup pris, je pense, au rapport Houillet, notamment dans la façon de faire les catégories. Mais allez voir quand même du côté des recherches interventionnelles en santé des populations. Alors, si je dis des choses que vous avez dit, vous m'en excusez, mais je ne l'ai pas vu, je crois. Voilà, il y a des colloques, on a organisé des colloques, moi j'en ai co-présidé certains. Il y a des financements de l'INCa, de l'IRESP sur ces sujets-là. Ça fait quelques années que je pousse, moi, notamment du côté de la communauté des SHS, côté sport-santé, pour qu'on aille déposer avec la santé publique, avec les épidémios, des projets, qui sont vraiment des projets de recherche collaborative aussi. Donc, vous parlez de sciences participatives et voilà, MyMove a sa spécificité. C'est autre chose, on n'est plus sur de la recherche collaborative, de la co-recherche, voilà, et avec des enjeux interventionnels. Mais allez voir parce que ça serait dommage dans ce monde-là des collaborations que voilà, on fasse des cases un peu étanches. Et ça serait dommage de ne pas amener les collègues des sciences du sport vers ce type de recherche qui sont quand même assez financées hein, au niveau DGS, ministère, parce que voilà, il y a une tradition de ça, notamment sur le côté sida hépatique à NRS, qui fait depuis très longtemps des recherches collaboratives hein, sur ce point-là. Donc, recherche interventionnelle en santé des populations, c'était ça. Et plus globalement, et je me tais, donc c'était une remarque, hein, sauf si vous voulez répondre sur recherche interventionnelle, si c'est quelque chose de pas vu ou pas, mais vous nous direz après. Et plus globalement, c'est de nous inviter quand même tous, là, au travers de ce projet qui est assez pionnier et qui est majeur, tu l'as dit, Olivier, très porté nationalement, comme tu viens de le dire dans tes remerciements, de nous inviter toutes et tous quand même à nous rapprocher dans nos établissements universitaires, notamment à aller vers ces vice-présidents Sciences avec et pour la société qui travaillent quand même de plus en plus ces questions. Voilà. Alors sport ou pas, mais ancrer, voilà, par exemple, ancrer le projet de Mouvement Santé aussi peut-être dans des dispositifs locaux de Sciences avec et pour la société qui peuvent peut-être aider à déployer encore ce projet et t'aider, Olivier, à le porter parce que c'est pas que quelque chose de national. Par exemple, je prends mon exemple à Toulouse, le service Sciences avec et pour la société de la Commu a 12 personnes. On a une partie d'un PIA qui s'appelle Tiris, qui est directement fléché Sciences avec et pour la société. Donc ça peut être quand même une résonance intéressante aussi pour toi et pour les collègues qui sont là. C'est l'occasion de le dire au titre du GDR. Voilà, qu'on essaye aussi de mettre un pied dans les dispositifs Sciences avec et pour la société sur les thématiques de sport et d'activité physique. Voilà, une remarque. c'est plus qu'une remarque, Philippe, c'est une invitation. Donc, merci pour ces précisions. Donc, effectivement, c'est vrai que recherche collaborative, recherche participative, on a des points de similitude, mais on a aussi des points de différence. C'est vrai que ça n'a pas été abordé précisément dans l'exposé de revue d'état de l'art. Il fallait aller vite. Moi, je pense que en fait, on n'en est qu'au début de l'aventure, hein. Aujourd'hui, tu as évoqué l'aspect pionnier. Je pense que effectivement, on commence. Euh, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de collaborations à développer. On a parlé tout à l'heure de partenariat, bien évidemment. Il va falloir trouver des financements, ça c'est évident. Donc pour durer dans le temps, notre objectif c'est quand même de durer. Pour l'instant, on est financé pour 3 ans. Donc on a un peu de temps.
mais il faudra perdurer donc au-delà de ces 3 ans. Donc ça, c'est pour l'aspect partenariat. Et puis j'oublie mon deuxième point. Je sais plus ce que tu dis. On était Ah peut-être oui, sur la structuration du côté. voilà, c'est J'en ça. profite du coup pour réagir à ce que tu dis, c'est-à-dire que ne nous attendons pas à de l'argent science avec et pour la société du ministère dans les années à venir, parce qu'il y en a eu, il y a eu des labellisations de l'université, il n'y en aura plus. Voilà, on sait qu'à ce niveau-là, le réseau des vice-présidents sciences avec et pour la société, c'est qu'on n'aura pas beaucoup d'argent côté national. Il y en a peut-être un peu dans quelques collectivités. Moi, je sais qu'en Occitanie, la région suit pas mal ces dossiers sciences avec et pour la société. C'est dans le chat d'ailleurs, hein, les CCSTI, c'est-à-dire ça c'est le côté culture scientifique et technique industrielle qui sont des fois développés dans nos universités, mais il n'y aura pas énormément de moyens là-dessus. Voilà. Mais il y a peut-être des moyens humains pour relayer ça, Olivier. C'était ça mon deuxième Oui, point, oui, tout à c'était fait. se C'est ça. rapprocher des dispositifs sciences avec et pour la société, des établissements ou des organismes, parce que le CNRS, l'INRAE, l'IRD ont aussi travaillé cette question des sciences société. Tout à fait. Alors justement, c'est l'ancrage national, local que tu évoquais également. Ça fait partie de notre plan d'action, on va dire, hein, de manière large. Nous n'en sommes encore une fois qu'au début, mais en effet, nous avons le projet de nous inscrire dans des dispositifs plus locaux et, en particulier justement à Marseille, on a l'intention de mettre en place un projet vraiment collaboratif avec la présidence d'université et les VP, en particulier vie étudiante, sport. Alors, on n'est pas forcément dans le cadre de ta proposition, mais effectivement, je pense que ces ancrages locaux et nationaux sont tout aussi importants. Merci Philippe. Merci à tous. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Je découvre Mathieu Goussef, vous m'entendez peut-être? Bonjour, oui. Bonjour, je suis dans une équipe de recherche. On a découvert votre projet après la participation à la journée des entrants et on a un projet en fait, nous, d'essayer de se rendre à une conférence scientifique sur le climat urbain en vélo. Euh, et donc, du coup, comme je n'ai pas encore connaissance bien des questionnaires de votre projet, je me demandais si, en inscrivant notre démarche de l'équipe de personnes qui vont faire ce trajet, est-ce qu'il y a une notion, je ne trouve plus le terme, longitudinale en fait, sur faire par exemple, éventuellement faire un certain nombre de questionnaires avant notre parcours en vélo jusqu'à la conférence et éventuellement le refaire 15 jours après ou 3 semaines après. Et est-ce que ça pourrait avoir un intérêt dans le cadre de ce projet-là ou pas, quoi? Oui, alors absolument. Euh, En fait, le fait que la plateforme soit offerte et ouverte à de la mesure répétée, il est possible de faire un projet justement un peu innovant ou en tout cas original et que l'on peut tester. Euh, Puisque vous faites partie d'une équipe de recherche, vous êtes tout à fait à même de sélectionner des outils à disposition et une fois cette sélection faite, faire du pré-post avant et après votre trajet en vélo pour voir les répercussions de ce trajet, donc on va dire de manière immédiate à l'issue, tout de suite à l'issue, et puis peut-être dans le temps ultérieurement. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce que nous mettons en place justement dans le cadre d'une mesure répétée. Et là, je reviens sur la partie plus mouvement santé. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir ce que vous avez fait justement. Donc, lorsque le participant va cliquer sur un projet, pardon, sur un questionnaire ou un test physique de manière répétée, on va systématiquement lui demander justement ce qu'il a changé dans ses modes de vie, quel programme il a réalisé. Et ce qui sera intéressant, donc pour nous, c'est de voir de manière globale la dynamique de ces programmes et les trajectoires de ces programmes et leurs effets. Et pour vous, au niveau local, au niveau justement du compte collectif que vous pouvez créer, c'est travailler justement sur ces données localement pour observer vous-même les effets de ce programme. Alors, c'est quand? En fait, ce sera la conférence est le 7 juillet.
et on partira probablement le 26 juin avec l'idée de faire environ 10 jours de vélo avec 70 km de vélo par jour, Mhm. en prévoyant une ou deux étapes qui se feront en train pour essayer de rester dans des délais raisonnables et de ne pas non plus trop se flinguer parce qu'on n'est pas forcément des grands sportifs. Mais ça nous semblait important de pouvoir faire le lien, d'autant que dans les personnes qui sont impliquées dans ce projet-là, on dépose une ANR sur le lien entre le climat urbain, la pratique du vélo et la santé. Et donc, ça nous paraissait, moi, j'étais pas au courant de l'existence de ce projet, et du coup, ça nous paraissait vraiment intéressant de réussir à faire le lien, et puis peut-être éventuellement à discuter avec vous autour des mesures, enfin, de la façon dont on pourrait mesurer peut-être le stress thermique en vélo sur la durée de ce parcours, par exemple. Oui, alors là, il faudrait qu'on prenne contact un peu à Bien sûr. part. La date du 26 juin, pour nous, c'est limitant parce que effectivement, la fonctionnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compte collectif n'est pas encore déployée. Donc, ça va dépendre de notre capacité technique et en particulier de nos développeurs de mettre à disposition cet outil. Voilà. Donc, je ne sais pas si Euh, Andreas a une réponse déjà là-dessus. Moi, je n'ai pas de perspective. Non, non, ce n'est pas une partie ou ce n'est pas un élément qui sera ici pris en charge normalement. Donc ça, il faudrait le discuter avec notre partenaire Hmm. DESA. Parce que du coup, le souci, est-ce qu'on a la possibilité de télécharger nos propres données? C'est-à-dire si chacun des membres de l'équipe qui participe à ce projet se crée un compte individuel sur Mouvement Santé, est-ce que derrière, on a la possibilité de récupérer les données brutes et de faire éventuellement du traitement nous-mêmes, puisqu'on est une équipe de gens qui sont censés pouvoir faire du traitement, notamment avec R? C'est l'objectif. C'est l'objectif que nous avons, c'est-à-dire que les comptes collectifs puissent permettre des requêtes et des extractions de données brutes, mais systématiquement pseudonymisées. Là, vous avez coupé le son. En revanche, on peut récupérer les nôtres. Ce sont les Euh, vôtres. Vous ne pourrez les nôtres propres, récupérer. c'est-à-dire que après, on les Ah, désanonymisera chez nous d'accord. s'il y a besoin, quoi. Alors, Oui. vos données propres, en fait, elles sont traduites par les bilans que vous aurez aux différents questionnaires et tests physiques. Donc, en fait, si vous faites de la mesure répétée, dans votre bilan, vous aurez les résultats euh, de manière chronologique et vous verrez donc une évolution à travers les bilans. Quant aux données brutes, c'est une bonne question qu'on n'a pas anticipée. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que participant, récupérer vos propres données brutes? Andreas, est-ce qu'on peut répondre à ça? Je m'adresse à notre ingénieur en chef. Techniquement, bien évidemment, c'est possible, mais il va falloir vérifier ça au niveau juridique. Hmm. S'il y a possibilité de partager ça, ben, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de contraintes majeures. Non. Hmm. Alors, Et, pour, pour être aussi délégué, enfin pour avoir été aussi délégué à la protection des données pendant 3 ans pour une collectivité, je pense que vous avez intérêt à vous préparer au fait que toutes les données qui vont être dedans, ce sont des données à caractère personnel, et donc l'accès aux données à caractère personnel par la personne concernée, il est euh, euh, à discrétion de la personne. Donc, Oui, tout à j'ose fait. espérer que Lime Survey a prévu ça parce que vous pourriez très bien être confronté à une demande à caractère juridique d'accès à ces données-là, quoi. Alors, effectivement, on est dans le cadre du respect RGPD et CNIL, mais comme la plateforme est en train d'évoluer tous les jours, elle naît seulement, c'est vrai que ces aspects-là, moi j'ignore les aspects techniques, mais oui, bien sûr, dans l'information aux participants, de toute façon, et la politique de confidentialité, ces éléments-là sont intégrés. Et donc l'accès aux données personnelles à travers le compte personnel, évidemment, est assuré. La seule question que je me posais, c'est celle aux données brutes des résultats des questionnaires. Voilà. Mais je pense que techniquement, si c'est possible, bien sûr, ce sera possible pour le participant. Merci. Je le note. C'est une question qu'on n'avait pas anticipée. Y a-t-il d'autres questions?
Nathalie Tagono, je suis la présidente de la commission sport du KS du CNRS. Bonjour Nous Nathalie. nous sommes rencontrés et nous avions déjà échangé au sujet de développer ça ou d'en faire la promo auprès des adhérents du KS et de pouvoir le diffuser et l'installer au sein des classes, puisqu'en fait, le KS est sur tout le territoire avec des classes qui sont partout en région, sur certains sites. Est-ce qu'il faut attendre la possibilité de compte collectif si, par exemple, ici, moi, au campus, là, on a pour projet de faire les tests en groupe comme une petite activité, est-ce qu'il faut attendre cette ouverture de compte collectif pour démarrer les tests? Je sais pas. Alors, il y a deux solutions. Soit vous utilisez la plateforme telle qu'elle est prévue actuellement enfin, dans sa première phase de déploiement et les résultats, enfin les bilans individuels permettront déjà à chaque participant de recueillir des informations déjà traduites. Donc ça, c'est tout à fait possible dès à présent. Pour ce qui concerne les comptes collectifs qui ne sont pas encore déployés, c'est surtout la contrainte technique qui va définir le délai avec lequel alors on avait l'espoir, la volonté de déployer ces comptes collectifs avant l'été pour qu'ils puissent être disponibles en fait dès le mois de septembre, dès la rentrée universitaire et scolaire aux enseignants, formateurs qui souhaitaient l'utiliser. Voilà. Donc là, ça va dépendre des aspects techniques encore une fois. Donc nous espérons les déployer avant l'été. Donc oui, on peut se servir de la plateforme tout de suite avec les bilans individuels, mais pour l'instant, les extractions collectives en local ne sont pas encore possibles. Nous espérons qu'elles le seront au mois de septembre. Ok, ok. Bon, je pense on va essayer de démarrer ensemble et voir quelle adhésion on a sur notre site. Et d'ailleurs, si vous avez la possibilité donc de venir nous faire une présentation en séminaire en présentiel, ça serait avec plaisir. Et ainsi, j'inviterai le directeur du SUAPS de l'université. Ça serait pas mal. Par ailleurs, autre question. En fait, vous avez parlé d'EHPAD. Et en fait, il y a pas de limite d'âge. C'est pas de 7 à 77 ans, il n'y a pas de limite d'âge euh, à partir du moment où les personnes sont en capacité de faire un minima de tests. C'est parce que Absolument. j'ai des idées derrière et je Oui, pense tout que à ça fait. peut. En fait, on n'a pas de critère d'inclusion. Le seul critère, entre guillemets, d'exclusion qui est du point de vue des recommandations, c'est si la personne présente des contre-indications à la pratique d'une activité physique en particulier. Les questionnaires peuvent être renseignés par tous, évidemment. Quant au test physique, eh bien, avant de la passation, merci pour la question parce qu'elle est importante, avant la passation des tests physiques, nous proposons un questionnaire d'aptitude à l'activité physique. C'est 6 questions simples, ou 8, je ne sais plus exactement, mais enfin, c'est des questions très simples. Et si on répond au moins oui à une de ces questions-là, suite à une sensation, une douleur dans la poitrine lorsqu'on a fait un effort, des questions très simples, eh bien, une recommandation apparaît en rouge et on indique qu'il vaut mieux consulter un médecin avant de réaliser les tests physiques. Toutefois, les tests physiques qui sont retenus, vous avez pu le constater, sont simples. Ils ont été retenus justement pour être finalement inclusifs, accessibles au maximum de personnes et surtout sans danger. Seul le test de 6 minutes qui présente un effort un peu plus que modéré, selon la motivation du participant, peut avoir un engagement cardio-respiratoire un peu plus important, mais la plupart des tests vraiment sont praticables par tous. Donc, en effet, on peut effectivement faire participer des personnes en EHPAD et ça peut même faire l'objet, pourquoi pas, d'un projet de l'EHPAD lui-même. Oui, oui, c'est à ça que je pensais, ouais. Mm. J'ai des pistes. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Alors, à bientôt. Et puis à bientôt. On se déplacera. On viendra vous voir.
Y a-t-il d'autres questions? Bien. Apparemment, nous n'avons plus de questions. Donc, sans remords et sans regret, je pense que nous allons pouvoir conclure ce webinaire avec un peu d'avance. Euh, donc, peut-être Audrey, qui est là, peut avoir le mot de la fin. Euh, oui, plaisir. Désolée, il est tard, alors j'ai un invité surprise qui se joint à nous. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour ces présentations très claires. J'espère que ça a permis à chacun de mieux comprendre le projet, ses objectifs, ses possibilités. Il faut comprendre que c'est un projet protéiforme et qui évolue au fur et à mesure en fonction des besoins. On est très preneur aussi des retours et de voir comment on peut avancer. Bien évidemment, on va essayer de travailler de plus en plus, enfin, main dans la main avec les experts des sciences participatives. Et voilà pour aujourd'hui. Nous n'avons pas de date pour le prochain webinaire, malheureusement, mais je vous invite à regarder notre newsletter, à aller sur le site internet et nous la posterons dès que nous aurons une date fixée. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie Olivier et tous les intervenants pour organiser ce webinaire aujourd'hui. Merci Audrey pour ces mots de conclusion. Et j'ai rapidement checké le chat et je vois finalement qu'une petite remarque ou question intervient. Sur la dimension très intéressante justement des comportements d'évitement, des stratégies d'évitement des cours d'éducation physique et sportive, donc forcément scolaire, puisque le PS est une discipline obligatoire donc scolaire. Et effectivement, nous n'abordons pas cette dimension dans Mouvement Santé. Mais comme l'a dit Audrey en conclusion, Mouvement Santé étant une plateforme totalement évolutive, nous avons l'intention d'ores et déjà, et nous savons que nous allons aborder certains aspects qui sont d'ailleurs un peu plus sociologiques et compréhensifs, qui intègrent les motifs de l'engagement dans l'activité physique et les motifs de l'abandon ou du désengagement dans l'activité physique. Donc on aura déjà là un petit éclairage sur ces aspects à la fois motivationnels, de représentation, de stéréotypes associés à la pratique d'une activité sportive en particulier. Et plus avant, puisque je vois que donc Monsieur Patrice Régnier est donc sociologue et s'investit dans une recherche, eh bien, je vous invite, Patrice, à communiquer avec nous pour voir si on ne peut pas justement intégrer votre questionnaire dans Mouvement Santé, en indiquant en amont qu'il s'agit d'une recherche particulière qui s'adresse à des jeunes d'âge scolaire. Donc, tout est possible. Voilà. Ah, avec plaisir également. Très bien. Ben, écoutez, on arrête là. Merci à tous. Merci pour votre participation et à très bientôt sur Mouvement Santé. Au revoir. Bientôt, merci. Merci.